Bonjour à tous et bienvenue à ce comptoir qui s'inscrit dans le thème de notre conférence préférée, la DACConf, qui aura lieu le 29 mars au Parc Floral de Paris. Aujourd'hui, Amal, architecte système d'information chez Octo, va vous parler des défis de mutualisation. Face à des nouveaux besoins business avec des contraintes pour réduire le time to market, l'architecture d'un SI est amenée à évoluer et à changer rapidement. Amal vous présentera une approche de mutualisation en explorant les défis d'architecture et d'organisation et en partageant avec vous les trade-offs à prendre face à ces problématiques opérationnelles. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser dans le chat et Amal va répondre à la fin de sa présentation. Je te laisse la main, Amal. Merci Anna. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce comptoir en collaboration avec la DACConf. Aujourd'hui, je vais vous parler de mutualisation et je vais vous présenter une méthode d'aide à la décision pour savoir si on mutualise ou pas. Je suis Amal Tari, architecte système d'information à Octo Technologies et je me suis intéressée au sujet de mutualisation depuis un moment. Je trouve que ça revient assez souvent chez nos clients depuis quelques années et je constate qu'il y a quand même un écart entre la promesse apportée par la mutualisation et la réalité opérationnelle. Donc, pour commencer, je vous présente ma définition de la mutualisation. Cette définition a été inspirée des expériences et des discussions que j'ai eues au sein d'Octo et avec nos clients. La mutualisation, pour moi, c'est rendre commun une connaissance technique dans plusieurs produits logiciels, plutôt une connaissance technique ou humaine dans plusieurs produits logiciels dans une entreprise pour réduire l'effort de développement et de maintenance. C'est-à-dire, si on a un asset technique avec une équipe et une connaissance humaine qui l'a développé, qui a été mise à l'épreuve et testée et déployée en production, on peut le réutiliser en étant serein pour réduire les coûts de développement. Prenons comme un exemple, donc un cas d'étude, la mutualisation d'un catalogue. Ce catalogue, il est utilisé par plusieurs sites e-commerce. Donc, au départ, on va avoir un site e-commerce prêt à porter et on souhaite le réutiliser pour un nouveau site e-commerce qui est au sein de la même entreprise pour la cosmétique. Réellement, en fait, ce catalogue, il est à peu près pareil. Donc, on va avoir un ensemble de produits décrits dans ce catalogue avec une image, un titre, une description qui peut être globale ou détaillée, une composition, un prix et parfois une promotion. On souhaite réutiliser ce catalogue, comme je l'ai expliqué donc, sur la définition de mutualisation. Il a été réutilisé parce qu'on considère que c'est un asset technique mature. Un asset technique mature, c'est-à-dire il a été mis à l'épreuve en production, avec des corrections et une maturité dans un milieu opérationnel qui va assurer une certaine stabilité. Donc, l'objectif de cette mutualisation va se concentrer sur 3 axes. Le premier, donc, c'est avoir un time to market concurrentiel. Dans le sens, si j'utilise ce code mature avec la connaissance humaine qui va avec, ça va me permettre de livrer plus rapidement une valeur à l'utilisateur. Le deuxième axe, c'est que je vais avoir une performance assurée. Et le troisième axe, c'est un coût réduit. La promesse paraît assez géniale, mais ça, c'est la théorie. Quand on passe à la réalité, on est heurté à plusieurs problématiques opérationnelles. Par rapport à la première ambition qu'on avait par rapport au time to market concurrentiel, on se retrouve avec des problèmes de vitesse. On a une augmentation de livraison, des délais de livraison d'une nouvelle fonctionnalité. Par exemple, si je souhaite ajouter une nouvelle règle métier sur le catalogue des produits cosmétiques, ça va prendre plus de temps avant le fait que j'ai déjà mutualisé avec la partie prêt-à-porter. Par exemple, cette règle métier, ça peut être ajouter un certain prix sur un certain segment d'utilisateurs. Et naturellement, donc on se rend compte que cette règle métier qui est spécifique à la partie cosmétique
On va passer plus de temps entre équipes, entre métiers et équipes de développement à essayer de comprendre c'est quoi cette règle, comment on va le faire, c'est quoi, comment on peut converger vers un seul et unique concept métier, alors qu'au départ, donc, on était parti de l'hypothèse que c'était un seul catalogue avec un ensemble de règles métiers qui n'est pas spécifique notamment ni pour le site prêt-à-porter, ni pour la partie cosmétique. Donc, c'était quoi les causes de ces problématiques qu'on a eues par rapport à la vitesse? C'était notamment cette dépendance qui était apparue de plus en plus entre les équipes et les fonctionnalités pour améliorer et comprendre mieux le concept métier. Quand on passe à la deuxième ambition, qui était une performance assurée, on se rend compte dans la réalité qu'on a un problème de stabilité. C'est-à-dire, on a un délai de réparation d'un défaut qui augmente et on a un taux d'échec plus important lors de la livraison. Quand on creuse, c'était quoi vraiment la cause? Donc, on revient au premier sujet qui était ajouter une nouvelle fonctionnalité par rapport à une règle métier du catalogue. On constate que comme cette règle métier est complexe, elle touche notamment à deux produits, qui est celui du prêt-à-porter et la partie cosmétique. Il y a des effets de bord qui vont être appliqués, par exemple, lors du calcul du prix dans le panier. Et comme on voulait aller rapidement pour livrer la nouvelle fonctionnalité, on n'a pas constaté qu'il y a cet impact sur le panier. Et encore une fois, donc, on se rend compte que la cause, c'était lié à cette dépendance qu'on a créée entre les équipes métiers et techniques et les fonctionnalités qui en découlent, où on passait plus de temps à se synchroniser, à comprendre c'est quoi le besoin et comment savoir corriger dans ce cas. Sur le troisième axe, qui était un coût réduit, avec tout le temps de synchronisation et les dépendances qu'on a trouvées, le cycle de développement est rallongé. Et le coût n'est pas seulement du coût financier. Si on dit un cycle de développement rallongé, on dit on est en train de perdre de l'argent. On a aussi un coût humain sur les équipes qui s'avèrent de plus en plus démotivées, qui sont désengagées. En fait, on va avoir des frictions d'un point de vue humain. Donc, je ne peux pas travailler avec l'équipe, on n'arrive pas à trouver un consensus commun, ou on a telle fonctionnalité où ce n'est pas clair. Et donc, on se retrouve avec la promesse géniale de la mutualisation qui se transforme en un cauchemar. Mais en fait, réellement, ce lien qui existe entre les équipes et les fonctionnalités qui sont la cause de ces problématiques qu'on est en train de voir, ce n'est pas nouveau. C'est un concept qui a été introduit par Melvin Canway qui nous expliquait que les organismes qui conçoivent des systèmes, elles sont contraintes à produire des designs qui sont copies de la structure de la communication de leur organisation. Dans ce sens, on prouve que l'architecture peut être une projection de la structure de communication de l'organisation et d'où en fait, cette notion de couplage qu'on a introduit au sein du coup, de notre organisation, elle touche à la fois l'architecture et l'organisation. Et la promesse au départ de la mutualisation, qui était une dépendance maîtrisée, qui est rendre commun un asset ou une connaissance technique et humaine, on se retrouve dans la réalité qu'on n'arrive pas à la maîtriser et que les répercussions et les problèmes qu'elle est en train de créer sont beaucoup plus importants que ce qu'on avait imaginé. Et c'est là où on se pose la question, on s'était dit, réellement, on n'a pas pris la bonne décision, on n'a pas fait le bon choix. Et avec du recul, on souhaite vous expliquer qu'est-ce qu'on aurait pu mieux faire pour mieux prendre cette décision de mutualisation. Donc aujourd'hui, dans cette présentation, je vais vous présenter un ensemble d'outils qu'on aurait pu utiliser pour savoir est-ce que la décision de mutualisation a été adaptée ou non au contexte.
Ces outils sont basés sur du Domain-Driven Design. Le premier outil que je vais vous expliquer, c'est l'Event Storming. L'Event Storming est un outil de modélisation collaborative qui va permettre de décrire le processus métier en alliant des acteurs business et techniques autour d'un vocabulaire unifié. Ça va permettre également d'identifier et tracer les frontières qui existent entre les différents pans fonctionnels qu'on va appeler des domaines. Le deuxième outil qu'on va vous présenter, c'est le Context Map. Le Context Map est un diagramme qui permet de regrouper les équipes et les domaines qu'elles gèrent pour définir les types d'interactions ou relations qui existent entre eux. Ça va permettre de décrire c'est quoi l'organisation des équipes et les aligner sur les domaines qu'on a identifiés dans l'Event Storming. Le troisième outil qu'on va utiliser, c'est le Core Domain Chart. Cet outil va nous permettre de placer les domaines identifiés lors de l'Event Storming sur une carte qui va tracer les différents champs de business d'une entreprise par rapport à la complexité technique mise en œuvre. Ça va permettre notamment de reprendre les dépendances entre les domaines identifiés avec le Context Map et d'écrire une possibilité d'évolution de ces interactions pour s'aligner avec les ambitions de l'entreprise. Donc, on va commencer avec le premier outil qui est l'Event Storming. Donc, cet atelier, comme on a dit, il va permettre d'exploiter rapidement et efficacement avec le métier d'une manière et d'une façon visuelle et collaborative. Donc, réellement, c'est un atelier avec des post-it dans une salle en présentiel. On va commencer à décrire quels sont les processus métiers et ça va se construire petit à petit sur une fresque chronologique qui va nous permettre de comprendre c'est quoi le process métier. Dans notre cas, je vous explique la création d'un catalogue. Par exemple, le catalogue de produits, la description et la composition a été importé. Donc ça, c'est le premier événement qui est décrit par la post-it orange. Ensuite, un produit de prêt-à-porter a été ajouté au catalogue d'un magasin. Ensuite, on passe à un autre événement qui est le catalogue des offres avec les prix et les dates de validité a été importé et cette offre a été associée à un produit du catalogue. Comme vous le voyez, donc, on a séparé, il va y avoir deux événements qui font partie de la gestion de produits et deux autres événements qui font partie de la gestion des offres. Et comme on le voit là, d'un point de vue métier, la différence entre les produits et les offres, c'est que les produits sont en train de gérer des données froides, tout ce qui est description, composition, images, titres, donc ça n'a pas vocation à changer dans le temps, alors que l'offre décrit des notions qui sont plutôt chaudes, qui ont tendance à changer dans le temps, comme le prix, la date de validité. Après, on a fait une projection sur le système technique. L'idée, c'est de voir c'est quoi l'asset technique qui est en train d'implémenter ces différents événements métiers. Réellement, en fait, le système technique, dans notre cas, il est modélisé par la post-it jaune pour décrire c'est un système externe, ça peut être une application, ça peut être un microservice, ça peut être même une entreprise externe. Et là, donc, on a trouvé qu'il existe un seul système technique qui est en train de décrire et d'implémenter deux événements métiers complètement différents. Donc, à savoir, dans notre cas, l'import du catalogue produit, donc le catalogue produit et le catalogue des offres. On s'est rendu compte que par abus de langage, on utilisait le mot catalogue sans précision, est-ce que c'est un catalogue de produits ou c'est un catalogue d'offres? Alors, comme on l'a expliqué, ce sont deux concepts qui sont complètement différents, qui vont évoluer d'une manière différente, qui vont évoluer du coup d'une manière différente. Et cette confusion de langage, on s'est rendu compte qu'elle est due au fait d'une mauvaise compréhension lorsqu'on est en train de faire le développement. Et réellement, c'est cette compréhension du développeur qui va partir en production.
Cette confusion dans la nature des concepts et des process métiers va expliquer donc les problèmes de vitesse qu'on a évoqués au début pour atteindre un time to market concurrentiel et le problème de stabilité suite du coup pour avoir une performance assurée. Et au fait, réellement, on a essayé de mutualiser la notion du catalogue que lui réellement décrivait deux concepts métiers complètement différents. Comme on essaye de mutualiser du coup ces concepts métiers différents, la manière d'évolution est différente et cette divergence va expliquer notamment les dépendances qu'il y a eu entre les équipes parce qu'il essayait d'intervenir pour modifier, rajouter une règle métier qui était spécifique mais qui n'est plus valable pour la partie offre et qui avait des répercussions et des effets de bord sur, par exemple, le panier et le calcul des prix. Et on se retrouve dans une situation où on est en train de décrire des concepts qui semblent pareils, mais en réalité, ce n'est pas du tout de la même nature. Ce qui nous mène à notre premier critère de mutualisation. Les domaines et équipes mutualisées doivent répondre à un concept métier unique et non ambigu. Ce n'est pas parce qu'on a l'impression que les concepts sont pareils, c'est qu'il faut mutualiser en prenant en compte juste cette hypothèse-là. Il faut creuser, il faut essayer de s'accorder avec le métier, comprendre la réalité de ce domaine-là, qu'est-ce que ça inclut, avant de prendre la décision de mutualisation. Parce que, on vous le dit, on vous le rappelle, la mutualisation, c'est le fait d'introduire une dépendance dans un système et cette dépendance doit être maîtrisée et pour la maîtriser, il faut qu'on soit clair par rapport aux notions qu'on est en train de mutualiser. Donc, si je passe à la notion du coup, le deuxième outil là, que je vais vous expliquer, c'est l'outil de context mapping. Et cet outil-là va nous permettre de décrire la nature de la communication qui existe entre les équipes et les domaines. Lorsqu'on projette cette dépendance technique sur les équipes qui gèrent ces domaines, on trouve qu'il y a une dépendance mutuelle, dans le sens où l'équipe qui gère l'offre, elle a toujours besoin d'aller récupérer les informations du prix et de la date de validité dans le domaine de la gestion des produits. Ce qui fait que le domaine de gestion d'offres et l'équipe de gestion d'offres, ils ne sont pas réellement autonomes par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Ils dépendent toujours de l'équipe gestion de produits. S'il y a une évolution, ils sont toujours en attente par rapport à ce qui est fait côté gestion de produits. Et au final, on se retrouve dans un classique où on est couplé par la donnée. Réellement, concrètement sur le terrain, l'exemple que je vous explique, c'était un import de CSV où il y avait un ensemble d'informations. On a mélangé l'ensemble du catalogue, donc les prix, les offres, les informations du produit avec la description et le titre dans un même fichier CSV. Et comme c'est l'équipe gestion de produits qui a fait le travail de parsing de ce CSV, on a dit on ne va pas refaire exactement le même travail côté gestion d'offres, on va du coup récupérer directement depuis la base de données ces informations-là. C'est un exemple parmi d'autres, mais ça explique que ce shortcut, c'est lui qui a introduit notamment cette dépendance qui a ralenti les équipes, qui a fait en sorte qu'on a perdu en vitesse et qu'on a perdu en performance et en stabilité. Ce qui nous mène du coup à notre deuxième critère de choix de mutualisation. Les domaines et équipes mutualisées doivent être faiblement couplés. Ça, c'est important parce que les interactions entre les différents domaines dans un système d'information doivent être assez fluides et assez évolutifs pour que le changement dans un domaine n'impacte pas un autre domaine. Et c'est encore plus délicat quand on est dépendant de deux produits logiciels. Donc, si on a un domaine qui serve à la fois le prêt-à-porter et la partie cosmétique, et je change un truc
par exemple, une règle métier dans la partie cosmétique, donc je ne vais pas avoir les répercussions côté prêt-à-porter. Ce n'était pas la promesse de la mutualisation. Mais du coup, là, une fois qu'on a vu ces deux critères, aujourd'hui, on n'est pas serein par rapport à dire où je vais mettre l'effort de développement. Est-ce que si je désendette et je découple au niveau entre mes offres et mes produits, est-ce que je suis certain que j'ai garanti que ma mutualisation va vraiment me livrer la promesse telle que c'est promu? Et ben là, on n'est pas vraiment sûr. Donc, on va utiliser, on va pousser encore plus loin la notion des outils offerts par le DDT et on va se concentrer sur la valeur métier et c'est quoi mon différenciant business pour savoir sur quoi je dois mettre l'effort. Donc, ce que je vous présente, là, c'est un atelier qu'on a fait pour le prêt-à-porter parce qu'on s'est dit, on va revenir à l'origine du problème. Donc, à la base, on a repris un catalogue qu'on a mutualisé avec de prêt-à-porter qu'on a mutualisé avec la partie cosmétique. On veut voir est-ce que c'était la bonne décision ou pas. Et c'est là où intervient un peu le rôle de Core Domain Chart qui va nous aider à identifier c'est quoi mon core business. Le core business, c'est critique pour le succès d'une entreprise. Ça va me donner un avantage concurrentiel et c'est différenciant. C'est là où je vais mettre l'ensemble de mes règles métiers qui vont me définir en tant qu'entreprise. Et c'est là où il faut que j'investis en priorité et je dois garder l'information et la connaissance en interne dans mes équipes. Dans notre cas, quand on a fait cet atelier, donc notamment il est fait avec des gens du métier et des gens de la technique pour savoir placer la valeur business par rapport à la complexité technique, on a trouvé que la gestion des offres était un cœur business pour le prêt-à-porter. La problématique qui se posait, la gestion des offres était dépendant à la fois du catalogue et était dépendant à la fois de la gestion de produits qui nous mène, du coup, le catalogue, lui, il était identifié comme supporting. Supporting, c'est que c'est essentiel, c'est pas primordial, c'est pas de la même valeur que le core business. C'est essentiel pour le fonctionnement, du coup, pour la gestion de produits, mais ça ne m'apporte pas réellement un avantage compétitif en soi. Ça peut être fait par des externes. Je peux même acheter un produit sur étagère, mais il faut que je fasse attention à ne pas trop le customiser. Et généralement, ça ne change pas souvent et il vaut mieux garder un même process qui n'évolue pas forcément trop dans le temps. La troisième catégorie qu'on va vous expliquer aujourd'hui, c'est le générique. Le générique, c'est quelque chose qui est utilisé par tout le monde, c'est une commodité, ça ne fait pas du tout de différenciant. Dans notre cas, gestion du produit, ce n'était pas complètement différenciant. On peut utiliser des produits sur plutôt des logiciels sur étagère qui vont nous permettre de gérer les produits. Ça existe depuis un moment. Et c'est là, au fait, c'est même pas la peine de le développer soi-même. Par rapport à la notion de mutualisation, le générique, il peut être réutilisé. Donc, ce n'est pas un différenciant, ce n'est pas un problème. Le supporting, c'est en fonction de l'étude et c'est là où l'importance de l'exemple que je vous dis, parce que ce n'est pas tout le supporting peut être mutualisé, c'est en fonction aussi des dépendances qu'il a avec l'extérieur et avec les différents domaines au sein du système d'information. Et du coup, quand on revient à notre problème d'origine, toute la dépendance qu'il y avait entre les équipes et entre les fonctionnalités, on se rend compte qu'on a essayé de mutualiser un domaine qui est fortement lié à un cœur business, ce qui explique le ralentissement par rapport à la livraison des fonctionnalités, le fait qu'on n'arrive pas à être concurrentiel sur le time to market. C'est pour ça, en fait, c'est aussi cette notion de dépendance qui a fait en sorte que la performance n'est pas assurée, qu'on ne répond pas du coup à cette promesse. Et qui dit avec toute cette dépendance-là, on a un temps rallongé de développement. Et du coup, on est en train de perdre en termes de coûts. Ce qui me mène à mon troisième critère de mutualisation.
c'est que les domaines et les équipes mutualisées ne doivent pas implémenter un différenciant business. Avec ces trois critères, on arrive à au moins cocher un ensemble de cases pour nous aider à avoir une dépendance maîtrisée, pour s'assurer que la mutualisation, dans notre cas, elle peut marcher ou pas. Donc, ça me mène à ma conclusion, à mes takeaways. Je vais vous laisser avec deux conclusions. La première, c'est que si on pense à la mutualisation, on n'a pas forcément une recette magique qui va nous aider à la mettre en place. Il faut s'assurer avant de commencer une mutualisation, ou même au cours lorsqu'on s'est lancé dans une mutualisation, mais on s'est rendu compte qu'il y a notamment des difficultés par rapport à ce qu'on a fait, il faut se poser et dire, est-ce que j'ai une orientation métier unique par rapport à mes différents assets qui sont mutualisés? Parce que ça a une répercussion sur les équipes, ça a une répercussion sur l'architecture, et du coup, on n'a plus la promesse telle que c'était annoncé, on vit plutôt dans un cauchemar. Le deuxième takeaway que je vous donne, c'est qu'on vous a présenté un ensemble d'outils issus du domaine Driven Design. Ces ensembles d'outils vont vous permettre de vérifier est-ce que la mutualisation est appliquée dans votre contexte ou pas, et là, vous orienter vers où il faut vraiment mettre l'effort de développement. Ce n'est pas encore une fois une recette magique, c'est un outil d'aide à la décision. À vous de choisir si c'est compatible avec votre contexte ou pas. Donc, je vous cite nos références. L'ensemble des indicateurs de performance et de stabilité que je vous ai évoqués au début, ça a été inspiré de Accelerate. Donc, je cite aussi le livre de Alberto Brandolini de Event Storming qui nous a permis, du coup, qu'on a utilisé pour détecter le découplage entre les différents domaines, arriver vraiment à dessiner nos domaines. Et le livre de Domain Driven Design, donc il existe 3 livres. Donc là, je vous mets le livre rouge, il existe un bleu et un vert. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. Si vous souhaitez aller encore plus loin, il va y avoir un atelier lors de la DACANF le 29 mars au Parc Floral qui sera animé par Romain Veilleux pour vous parler encore plus du Core Domain Chart et là où il faut mettre l'effort pour votre différenciation business. Il y a aussi en parallèle un talk sur les Wordly Maps qui sera donné par Florent Japy pour vous dire et vous aiguiller à comment vraiment réussir une migration vers le cloud. Et je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me poser des questions et à interagir sur la présentation. Vous pouvez même poser vos questions oralement, il n'y a pas de souci. Ok, moi j'ai quelques questions, Amal. En fait, là, tu nous présentes des cas où la mutualisation n'a pas marché. Est-ce que tu as d'autres cas où la mutualisation a marché chez tes clients? Alors, il existe effectivement, en fait, on a eu quelques retours d'expérience où la mutualisation a marché. Mais dans ces cas-là, en fait, c'était aussi dans le domaine de cosmétiques. D'ailleurs, je citerai une collègue à moi qui l'a fait. C'était, en fait, la mutualisation était une stratégie d'entreprise. Ça a été étudié dès le départ avec le budget associé parce que la mutualisation réellement, quand elle est mise en place, ça coûte plus cher qu'un développement from scratch parce qu'il faut prendre en considération l'ensemble des contextes métiers dans lesquels elle sera déployée. Il y a aussi toute la problématique autour des tests et du coup à penser à tous les contextes et les possibilités de tests comme on le voyait dans l'exemple. Il y avait un cas de panier auquel on n'a pas pensé et du coup ça revenait assez souvent avec des bugs et des erreurs. Et finalement, oui, en fait, ça a bien marché dans le cas de notre client, mais il a été bien pensé au départ. Il y avait une étude qui a été menée, un budget qui était associé et des moyens qui sont mis à disposition. Et ça a été lent.
C'était tout un processus d'apprentissage au fur et à mesure. Donc, je pense que ça a pris 2 ans pour vraiment arriver à capitaliser et à tirer vraiment profit de la promesse de la mutualisation qui est un time to market concurrentiel, une performance assurée et un coût réduit. Mais ça prend du temps pour arriver. Ok, du coup, j'ai une autre question aussi. Euh, En fait, tu nous as parlé, tu nous as donné l'exemple des notions ambiguës entre produit et offre tout à l'heure. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment on peut aligner la compréhension des concepts entre des équipes? En fait, il y a un outil aussi dans le domaine Driven Design qui s'appelle le Ubiquitous Language, c'est-à-dire qu'on peut manipuler un langage, mais qui est propre à un contexte, sans que ça, forcément, la même définition ou la même utilisation dans un autre contexte. Et dans notre cas, le catalogue, il était vraiment au cœur de cette ambiguïté. Donc, on utilisait le mot catalogue par abus de langage, alors qu'il y avait un catalogue d'offres et un catalogue de produits. Et le catalogue d'offres, donc, il mentionnait des notions dynamiques qui changent avec les prix, avec les dates de validité, alors que le catalogue de produits, c'était des données froides avec une description, une image, une composition, et ça ne change pas. Et l'idée vraiment, en fait, de pourquoi on arrivait à séparer ça, il faut en parler, il faut revoir avec le métier, c'était quoi vraiment la signification de ce mot-là. Est-ce qu'il s'applique de la même manière dans un contexte ou dans un autre? C'est vraiment, en fait, revoir les bases, ne pas dire oui, un catalogue, c'est un catalogue, mais vraiment être plus précis, plus concis et essayer du coup de l'implémenter et le découler de cette manière-là. Ne pas avoir plusieurs appellations pour un et seul unique objet et ne pas avoir une appellation pour différents éléments métiers dans le contexte. Et dans les outils que tu nous as montré 3 outils. Est-ce qu'il y a un ordre précis à prendre en compte? Effectivement, oui, il y a un ordre précis, donc tel qu'on l'a montré. Alors généralement, l'event storming avec, donc je reviens sur la slide. L'event storming, généralement, en fait, une fois qu'on arrive à détourer les problématiques, les domaines énoncés fonctionnellement, on fait généralement derrière directement soit un core domain chart, soit un context map, et ça va ensemble. Parce que, en fait, et ça dépend du coup du contexte de client. Comme on l'a dit, du coup, le core domain chart, il a pour objectif de savoir c'est quoi mon différenciant métier, mais après, rapidement, je vais avoir besoin de c'est quoi la projection, quelle est l'équipe qui gère le domaine que je suis en train d'étudier. Donc ça, c'est un groupe qui va ensemble, mais l'event storming, c'est le premier, c'est un niveau très macro, big picture. Après, le deuxième, c'est un objectif, le context map, c'est un objectif pour projection sur les équipes, et le core domain chart, c'est pour une projection d'un point de vue business. Il va avoir d'autres outils notamment, mais là, du coup, on n'est plus en niveau big picture, on est plutôt en niveau un peu plus bas. On peut parler, on rentre plus dans le détail pour vraiment solutionner d'où vient cette problématique de couplage. L'autre outil, ça peut être le Bounded Context Canva, qui est, en fait, ça permet de isoler mon domaine. Donc, je rentre dans l'espace de la solution parce que l'ensemble des outils que je vous ai présentés, donc c'est en train quand même d'explorer l'ensemble, l'espace du problème. Mais là, du coup, en projection, l'espace de solution, c'est les bounded context Canva, où je vais parler du coup de langage, que je vais utiliser vraiment dans le développement. Je vais parler d'autres types d'interactions comme j'envoie une commande à tel domaine, par exemple, modifie-moi le prix, ou j'envoie une demande d'information, donne-moi quelle est la valeur de tel ou tel produit, ou je lui juste informe d'un événement, par exemple, je viens de changer le prix et toi, tu es intéressé, si tu es intéressé, tu recevras une information par rapport au changement de ce prix. Et là, du coup, ça opère sur un autre niveau plus détaillé. Si vous n'avez pas de questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à nous dire, même à l'oral, si vous avez eu des problématiques de mutualisation chez vous, est-ce que ça vous parle pas?
Sinon, je passe alors la main à Pauline. Bonjour à tous, merci Amal. Simplement pour vous dire que voilà, la DocConf arrive incessamment sous peu, puisque c'est la semaine prochaine, le 29 mars. Il reste quelques places en présentiel et on a également un accès digital au replay des talks. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en découvrir plus suite au talk d'Amal, n'hésitez pas à aller voir sur le site le programme qui est disponible. Je vais également vous mettre le lien dans le chat et à me contacter si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez vous inscrire en groupe. Voilà, il nous reste encore quelques places, donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à venir nous rejoindre sur la conférence des architectes IT. Voilà, je vous mets le lien du site et également le lien du programme complet avec tout le détail des talks et des speakers.